Média, bonjour et débat. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Jacques Pradel. Merci d'être avec nous cette semaine. Gilles. Bon, quelle semaine, hein. On a Thierry Ardisson, Jacques Pradel. Demain Flavie Flamand. Que des légendes de l'audiovisuel, parce que vous avez longtemps été à la radio, Jacques Pradel, et puis bon, la télévision, évidemment, perdu de vue toutes ces émissions que vous avez présentées, spécialistes des faits divers. Et alors là, on va vous retrouver. Alors vous êtes toujours à la télévision, hein. On vous retrouve sur TFX tous les samedis dans Chronique criminelle, présentée par Karine Ferry et racontée donc par vous. Et puis Grain de sable, histoire criminelle en tournée, conférence dans toute la France. Donc nos auditeurs vont pouvoir vous voir en vrai. Oui, alors c'est une première pour moi d'ailleurs, parce que j'ai participé à des tas de signatures ou de salons du livre, mais pas à une tournée. C'est ça qui m'a intéressé quand on m'a proposé la chose. Donc pendant tout le mois d'avril et au début du mois de mai, je vais chaque semaine, les jeudis et vendredis, dans des cinémas du groupe CGR, donc où le public va venir. Du groupe Gaumont. Comment ? Non, j'ai dit Gaumont, CGR Gaumont. Non, c'est le groupe. Voilà. CGR, je ne sais pas. Je ne les connais pas du tout, mais je sais qu'ils ont des salles, c'est impressionnant. D'ailleurs, je commence à avoir un peu les jetons là. Il y a combien de personnes à chaque fois ? Il y a entre 200 et 400 personnes, quoi, si vous voulez. Alors, pendant une heure, je raconte des histoires criminelles. Ça, c'est mon plaisir absolu, avec des grains de sable dignes des meilleurs romans policiers, mais on sait que ce sont des histoires vraies et des vrais grains de sable. Et puis ensuite, on est en dialogue, et c'est vrai, vous avez raison, Valérie, pour moi, c'est toujours très intéressant de mettre un visage sur ceux qui vous écoutent et de répondre à leurs questions. Donc on échange et puis après on fait une signature de livre. On va en reparler dans un instant avec vous, mais la question du jour, comme chaque jour avec vous, Gilles. Elle est liée aux émissions légendaires de notre invité Jacques Pradel. On vous a demandé si vous aimeriez revoir l'émission Perdu de vue. Vous êtes partagé, 48% oui, 52% non. Il faut dire que ça date de 1995, que les méthodes ont changé. Mais c'était tellement novateur à l'époque, avec la télévision américaine qui faisait ce genre d'émission. Oui, bien sûr, mais la société a changé aussi. Les nouvelles technologies sont venues faire finalement le boulot qu'on faisait, parce que à l'époque, on répondait à un vrai manque. C'est-à-dire que quand les gens allaient au commissariat en disant mon fils a fugué, ma fille a fugué, on disait rentrez chez vous, monsieur, madame, et puis attendez, serrez les dents, quoi. Bon, il n'y avait pas eu du trou, il n'y avait pas eu Fourniret, il n'y avait pas eu toutes ces affaires-là, et il n'y avait pas la notion de disparition inquiétante. Et puis, il n'y avait pas l'alerte enlèvement pour les enfants, etc. Alors qu'aux États-Unis, on trouvait sur des bouteilles de lait des photos des gens disparus. Bien sûr. Donc, c'était une autre époque, mais émission mythique. On pourra en parler. Voilà, le zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, c'est un peu le magicien d'Oz à Pékin. Notre route n'en finit plus d'être en or. Hier, au slalom, Clément Noël est devenu champion olympique, permettant de nous hisser. Et oui, nous sommes dans les 10 premiers du classement. Chang, il avait manqué 4 centièmes. Il faut tout donner, Clément Noël. Les Vosges et Val d'Isère et toute la France est derrière vous. Voilà, et pousser au maximum, être très court sur les appuis, faire une très bonne mise en action. Il a de l'avance. Allez, le mur. Allez, c'est bon. Il est là. Attention, être juste. Pour l'instant, il l'est. Voilà. Raccourcir au maximum. Il va passer devant. Ça va peut-être être un gros temps à l'arrivée. 86 centièmes. C'est le meilleur temps de la manche, JP. Oui. Là, ça peut jouer, le titre. Oui, ça tape le cœur. Bravo. Et oui, ça tape le cœur. Faut vous dire que les scores de France Télévisions sur les Jeux Olympiques sont totalement dingues. Ils ont des scores très élevés d'audience. C'est un vrai carton, les Jeux Olympiques. Vous regardez un peu ? J'ai pas trop le temps en ce moment, malheureusement, mais je regarde les best-of le soir. Mais... Vous regardez quoi à la télé, d'ailleurs ? Je regarde finalement assez peu la télé. Je me fais ma chaîne à la carte, si vous voulez, quand il y a une émission qui passe, qui m'intéresse. Mais qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous regardez les émissions de faits divers ou pas ? Évidemment, je regarde quand même, parfois j'emmène du boulot à la maison, mais je suis aussi assez fanat de séries télévisées, moi. Il y a des trucs vachement bien faits. Il y a des choses vraiment très bien faites. Vous regardez Retrouvailles de Jean-Marc Morandini? Non. Ou est-ce que vous avez vu également la
nouvelle émission d'M6 fait avec la police aussi. Oui, mais je l'ai regardé, bien sûr. Parce que si vous voulez, bon, pour être clair, les faits divers n'appartiennent à personne. Donc, je n'ai pas de jalousie particulière. Je me suis pas drapé en disant oh là là, ils font ce que j'ai déjà fait. Voilà, mais non, si je pense que la télévision et la radio aussi sont des moyens de diffusion d'informations. Bien sûr, on le sait, avec l'information avec un I majuscule, mais dans le cadre d'affaires criminelles, ça peut apporter le petit plus qui manque à une enquête en panne, c'est-à-dire le témoignage qui va relancer l'enquête. Alors, il faut pas se prendre pour des Colombos ou pour des voilà, ni des flics ni des gendarmes, mais remplir notre rôle, et ça m'a autant intéressé de faire ça que de faire une émission sur la chanson. Mais j'adore les chanteurs et les chanteuses. Attention. Voilà. Un moment de télévision, Valérie, hier en direct sur LCI. Marine Le Pen est en pleine émission quand on l'informe du ralliement de son porte-parole de la campagne, Nicolas Bay, à Éric Zemmour. Je suis sûre que votre réponse va être rapide. Adrien Jeanne va nous rejoindre, mais dans l'intervalle, on a appris que Nicolas Bay, dont on a parlé au début de la soirée, annonçait son ralliement à Éric Zemmour. Surprise incroyable! Je ne m'y attendais pas du tout. Alors, comment réagissez-vous? Bon, rien, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que chacun s'y attendait, non? Mais alors, vous êtes surprise, désagréablement surprise? Je viens de vous dire que je suis pas trop surprise, honnêtement. Je suis pas trop surprise. Une émission hier qui a mis en lumière les abstentionnistes, c'est le principe du programme. Et hier, à 2 mois de l'élection présidentielle, eh bien, ils n'avaient toujours pas envie de voter. C'était assez édifiant. Moi, l'image des politiciens, c'est... pour moi, je ne crois plus tout ce qu'ils disent, en fait. Pour moi, c'est juste des belles paroles. Moi, j'attends des choses concrètes. Un déclic. Que les candidats provoquent un déclic. On est des millions à s'abstenir. Si la logique est respectée, on peut imaginer qu'il y aura 28 voire 30% d'abstention cette année. Et la question, c'est pourquoi ? Demain, Jacques Pradel, eh bien, on aura le verdict du procès de Nordal Lelandais, qui n'en finit pas de nous faire découvrir un personnage pervers, guidé par le sexe. Le verdict est donc attendu pour demain. Et hier, maître Fabien Rajon sur BFM, qui est l'avocat de la mère de la petite Maëlys, a demandé au jury de la lucidité. Nous attendons de la lucidité et de la fermeté. J'ai posé à la cour d'assises une question. Je leur ai dit la question suivante. Quand souhaitez-vous que Nordal Lelandais aille rôder autour d'une boîte de nuit à Chambéry? Quand voulez-vous que Nordal Lelandais aille tourner autour d'une école maternelle? Quand voulez-vous que Nordal Lelandais aille tourner aux abords d'un collège? Voilà l'enjeu de la peine. Ni plus ni moins. Donc ce que nous attendons, c'est de la lucidité quant à la personnalité, quant à la dangerosité de Nordal Lelandais, et également de la fermeté au regard des actes, au regard des crimes commis par Nordal Lelandais. Voilà, j'imagine que vous suivez évidemment ce procès. Et on est toujours surpris quand même par la nature humaine, non, de voir comment le côté noir et puis jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où peut-il aller? Parce qu'il se pose encore une question de savoir s'il n'a pas tué d'autres victimes. Bon, mais ça, c'est d'ailleurs il y a une cellule de gendarmerie qui travaille, continue à travailler là-dessus. Mais sa dangerosité, évidemment, n'est plus à prouver ni pour les psychiatres, ni pour les parties civiles, mais pas non plus pour son avocat, maître Jakubowicz. Compliqué, fait un travail extrêmement compliqué parce que il faut qu'il fasse son travail d'avocat. Alors minimiser la peine ou c'est très compliqué. Je ne sais pas comment va être sa plaidoirie, mais en même temps, moi, il faut penser à la douleur de cette famille. Enfin, moi, j'ai entendu un autre avocat, l'avocat du père de Maëlys, dire que son client avait perdu 25 kilos. Et 25 kilos, c'est le poids de sa fille. Bon, c'est terrible. Et alors, si vous voulez, ça me permet de dire que moi, je pense que il faut la vérité, et il est normal que les proches, la famille et la société veuillent la vérité, mais il faut pas penser, vous savez, il y a une formule un peu toute faite où on dit oui, il faut la vérité judiciaire pour que les parents des victimes fassent leur deuil. Mais le deuil, il se fera jamais. Il se fera jamais. Ils vont vivre avec ça jusqu'à la fin de leur jour. En revanche, ils veulent la vérité. Ils veulent savoir quels ont été les derniers instants de leur fille. Et ils ne le sauront pas parce que je pense que le Landais ne répondra pas à ces questions. Voilà.
on n'aura pas la réponse au pourquoi, mais grâce au comment, c'est-à-dire à l'enquête et au débat, on en sait un peu plus, comme vous le disiez, sur ce personnage. Vous êtes pour la perpétuité ? Vous savez, je suis pour que la justice joue son rôle. Voilà. Mais une justice sévère, enfin, dans un cas comme celui-là, même si le deuil ne se fera effectivement jamais, peut être une forme je mets des guillemets, beaucoup de guillemets, de réconfort pour la famille. C'est-à-dire que une peine longue, une peine de perpétuité avec période de sûreté, il va certainement avoir perpétuité avec une période de sûreté, mais il n'aura pas ce que je pense pas, mais on s'avance peut-être, mais qu'il ait ce qu'on appelle la perpétuité réelle, parce que le viol n'a pas été prouvé, parce qu'on n'a pas de preuve absolue, et que donc il faut s'en remettre à ce qu'il dit. C'est ça. Et voilà. C'est terrible, hein. C'est non, j'ai un dernier son. Vous allez regretter d'avoir insisté, mais c'est pas grave. Élu par 50% du jury et 50% du public, je ne parle pas des Miss France, mais de notre candidat à l'Eurovision. Hier, France Télévisions a présenté les candidats. Je le savais. Les candidats qui seront soumis à leur vote le 5 mars. Hein. Alors, comment dire ? Je vous propose d'écouter un candidat. Il s'appelle Marius. Je n'aimais pas les chansons d'amour avant que tu ne nous laisses, mon cœur et moi tour à tour. C'est bon. Vous savez, il y avait une émission aux États-Unis qui s'appelait The Gong Show, et donc on appuyait, il tombait dans une trappe. Il y avait une trappe qui s'ouvrait et il tombait, donc j'appuie sur mon gong. Jacques Pradel, plus sérieusement, vous auriez dû construire votre zapping autrement. Mais je finis toujours par la musique. C'est vrai. Mais j'ai gagné 20 €. J'ai parié. Parce que je fais des paris avec Benoît, le réalisateur. Je lui dis 10, 15, 5 secondes, combien de temps elle va tenir. Grain de sable, histoire criminelle. Donc Jacques Pradel en tournée dans toute la France. Grain de sable, c'est le titre d'un livre que vous aviez publié. Oui, et qui existe toujours, qui est en collection de poche d'ailleurs. Voilà, absolument. Et quand il a fallu trouver un titre pour cette tournée, ce titre s'est imposé parce que Grain de sable, je vous l'ai dit, moi je suis un lecteur aussi de romans polars, mais je vis avec beaucoup d'histoires criminelles. Et un jour, je me suis rendu compte justement qu'il y avait dans les affaires criminelles souvent des enquêtes résolues grâce à une sorte de grain de sable, grain de sable, mais qui va encore plus loin souvent que là où vont les auteurs de fiction. J'ai trouvé un moustique qui a permis de résoudre une affaire criminelle parce que quand on analysait le sang du moustique que quelqu'un avait écrasé sur le mur, on a trouvé l'ADN de la victime, qui avait été transporté à 10 km de là, etc. Enfin bon, mais j'ai même trouvé, alors, le perroquet, vous savez, le perroquet qui est censé dénoncer l'assassin. Oui. Bon, j'ai pas trouvé ça comme ça, mais j'ai trouvé des histoires. J'ai un bestiaire. J'avais fait un bestiaire. Avec les animaux. Avec les animaux qui ont joué un rôle dans la solution d'histoires criminelles, et notamment un perroquet qui s'appelait Hercule et qui était un perroquet indien. Sa propriétaire avait été assassinée, un cambriolage qui avait mal tourné, et c'était le neveu en fait. Voilà, ça c'était pas. Et donc il disait le nom du neveu. Et à chaque fois pour les condoléances, quand le neveu est arrivé pour les condoléances, évidemment la famille avait recueilli le perroquet et le perroquet se jetait sur lui à chaque fois qu'il passait. Et donc du coup ça a donné l'idée aux policiers de refaire une perquisition parce qu'il avait évidemment un alibi, mais on a trouvé les bijoux de la victime chez lui, quoi. Voilà. Grâce au perroquet. Et vous ne croyez pas donc au crime parfait ? Il y a toujours un grain de sable ? Pas toujours. Hein. Par définition, le crime parfait, il doit y en avoir un certain nombre, mais ils sont parfaits. Voilà. Alors, moi, je ne parle que de crimes presque parfaits. Voilà. Il y a toujours ce petit grain de sable qui fait que le crime n'était pas parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur scène ? Pourquoi vous avez accepté ? C'est la première fois. J'ai accepté parce que j'aime les aventures, d'abord, parce que ça va me faire voyager, puisque je vais aller de La Rochelle à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes, etc. Bon. Et puis parce que c'est une rencontre, comme on le disait tout à l'heure, c'est une rencontre avec le public, et que je trouve, moi, que les rencontres avec le public sont toujours
à la fois nécessaire, oui, intéressante, parce que voilà. Et puis en même temps, c'est partager un plaisir. Moi, j'adore raconter des histoires, j'en fais pas de mystère, voilà. Et puis après, les questions. Vous échangez, vous discutez. Alors, j'essaye de faire mieux encore, c'est-à-dire que dans certaines villes, en fonction d'histoires qui se sont passées dans ces villes et de mon carnet d'adresses, policiers, gendarmes, avocats, journalistes d'ailleurs. Je prends, voilà. Alors, le 1er avril, c'est pas un gag, je serai à Bordeaux, et là, j'ai invité le commissaire divisionnaire, l'ex-commissaire divisionnaire, parce que elle est en retraite depuis peu de temps, Daniel Thierry, qui est non seulement qui a fait sa carrière, évidemment, carrière brillante dans la police, mais qui est aussi auteur de romans. Elle a été couronnée par le prix du Quai des Orfèvres pour un livre absolument magnifique qui s'appelle Des clous dans le cœur. Et c'est des clous dans le cœur, c'est l'expression qu'emploient les policiers quand ils n'arrivent pas à résoudre une affaire. C'est comme ça qu'ils appellent les cold cases, vous voyez. Mais pourquoi les clous dans le cœur, vous savez, voilà, parce que c'est des clous dans le cœur, ça vient de là, de l'origine, c'est un peu des policiers qui ont... Voilà, et donc vous allez avoir avec vous, pour parler d'affaires, j'aurai le juge Renaud Van Ruymbeke qui viendra à Rennes pour parler de l'affaire Dickinson, évidemment, qui est peut-être la plus grande affaire criminelle du XXe siècle. Le 7 avril. Etc. Donc il y a La Rochelle, Bordeaux, Rennes, Le Mans, Lyon, Paris, Montpellier, Toulouse pour nos amis toulousains, Bruel-à-Buissière. Ah oui, alors Bruel-à-Buissière, c'est le nouveau nom de Bruel en Artois. Oui, à côté de Béthune. Oui, c'est Béthune. Oui, bien sûr, mais c'est à cause de ce qui s'est passé, du drame, que la municipalité a changé de nom. Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver le corps de Delphine Jubilard ? Écoutez, c'est une des histoires les plus fascinantes, sinon la plus fascinante en ce moment, en tout cas, parce que ça s'est transformé dans cette espèce de feuilleton. Tout le monde, c'est un cluedo un peu macabre aussi, parce que tout le monde a un avis. J'ai pas de boule de cristal, même si j'en avais une, je m'en servirais pas, je pense, pour voilà, publiquement en tout cas. Je sais pas. Voilà, je suis comme tout le monde et je suis suspendu à l'enquête. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, mais je pense quand même. L'histoire du linge dans la machine à laver. Il ne faut pas se presser. Je pense que les gendarmes ont le temps, les juges ont le temps pour eux, et ça joue et le temps joue pour eux. Donc vous êtes, on vous voit à la télévision toujours pour raconter des histoires. Vous avez quitté la radio. Ça a quand même été une grande partie de votre vie, la radio, votre voix. Ah mais bien sûr, oui. Vous avez commencé à la radio. Je suis né à la radio. Dans le Françoise service public à l'époque, voilà. Vous faisiez quelque chose, enfin je me souviens pas forcément, mais vous faisiez des choses. Mais vous faisiez des. Je vous demande de vous arrêter. Parce que j'habitais à l'étranger, voilà, c'est ce qu'on va dire ça comme ça. Et puis comment c'est venu pour vous alors c'est vrai que les faits divers ça passionne beaucoup de monde, mais des hasards professionnels, si vous voulez, parce que moi en dehors d'être depuis toujours un lecteur de romans polars, c'était tout. J'avais jamais eu l'idée de faire une émission là-dessus. Et puis, à TF1, avec le succès de Perdu de vue, et Pascal Brognaud, qui c'était la grande prêtresse. Oui, voilà, mais la grande sorcière, même, je dirais. Mais la bonne sorcière des médias. Bon, on en parle et on lui dit, mais finalement, Perdu de vue, c'est une émission familiale. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose avec les affaires criminelles ? Mais encore faut-il savoir ce qu'on fait. On a pris des risques, puisque carrément, on s'était donné la mission de trouver des éléments nouveaux grâce au témoignage du public. Et ça a fonctionné. Et puis ensuite, il y a eu une sorte de retour de bâton incroyable. C'est que l'affaire Émile Louis est née dans Perdu de vue. À la suite d'un témoignage de quelqu'un qui est venu nous voir en disant mais il y a des jeunes filles de la DAS qui ont disparu et j'ai envoyé un reporter sur place, Stéphane Minca, avec qui je continue à voir, qui est un grand ami, et Stéphane nous appelle du terrain, donc d'Auxerre et de la région, en disant écoutez, vous m'avez envoyé chercher 4 filles disparues, j'en ai trouvé 7. Et puis surtout, il y a un chauffeur de bus dont tout le monde me parle, je pense qu'il y a une affaire criminelle.
Et il n'avait pas c'est extraordinaire. Alors, Valérie, moi j'ai un extrait de Perdu de vue qui était en direct. Et vous allez avec un air gourmand. Oui, parce que l'extrait est formidable. C'est-à-dire qu'à un moment, un des reporters va avoir un accident de voiture. Oh, d'accord. Là, j'ai la personne qui conduit donc Sylvie pour ici. Alors tout va bien, il n'y a rien de grave, mais ils ont éclaté un pneu sur l'autoroute et donc ils sont coincés. Et alors il me dit, moi je suis coincé, vous êtes loin de Paris là? Alors 1 kilomètre de l'embranchement du périphérique à la porte de Saint-Cloud. Oui, je vous dirais bien si vous voyez un taxi passer, arrêtez-le, mais ça ne doit pas être facile sur... Ouais. Redonnez-nous un petit coup de téléphone quand vous serez, quand vous aurez réparé la voiture. Et puis on vous attendra ici. De toute façon, je crois qu'Eliane n'est pas près de partir, d'accord? J'ai jamais compris pourquoi on m'avait passé ce coup de fil en direct dans l'émission. C'est extraordinaire. C'était Jean-Marie Pertuis qui était dans. Et alors en fait, cette voiture n'aurait jamais dû crever. mais on peut le dire maintenant, il y a prescription. On louait une ambulance. Le soir de l'émission pour être sûr d'amener si on retrouvait les personnes pour être sûr plus vite les gens arrivent sur le plateau avant la fin de l'émission et là l'ambulance est crevée. C'est effectivement pas de bol. Voilà. Et je voulais vous demander, on voit souvent dans les bêtisiers cette famille, vous savez, je crois qu'il y a des Malgaton, ses frères et tous s'évanouissaient. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette famille? Honnêtement non, mais l'explication c'est que cette une jeune fille malgache, qu'on voit pas. Mais elle avait pas mangé à midi, elle avait voyagé venant de Madagascar, elle a fait voilà. Vous n'avez pas de nouvelles? Un petit problème. Non, mais elle m'est tombée dans les bras et sa sœur du coup me tombe dans les bras et elle pesait deux fois son poids. Et puis dans les bêtisiers, on voit aussi ces deux frères qui se sont retrouvés et qui se ressemblent, qui sont des sosies. C'est une des plus fortes histoires de Perdu de vue, parce que c'était donc des jumeaux qui avaient été abandonnés. L'un avait été adopté par une famille musulmane et l'autre par une famille juive. Et quand on les a retrouvés et réunis, l'un était chauffeur de bus à la RATP à Paris et l'autre était chauffeur de camion en Algérie. Donc extraordinaire. C'est des aventures humaines, des histoires humaines à chaque fois. Tout ce qui est fait divers, de toute façon. Ça a été pour moi un très très grand moment. Mais voilà. Mais je pense que il faut le ranger là où il est. Voilà. Sabrina nous dit j'aime beaucoup ce que fait Monsieur Pradel, sa voix chaude manque à la radio. Voilà. Stéphane qui pose 3 fois la question, donc il veut vraiment que vous répondiez. Après l'affaire Roswell, avez-vous eu un goût amer? Et vous pensez quoi des révélations de Luis Elizondo? Alors, je connais vous ne connaissez pas, vous n'avez pas suivi. Non, mais en même temps, je peux vous dire que je ne regrette pas ce qui s'est passé parce que c'était... Peut-être rappeler, il y avait eu... On a fait un travail d'enquête journalistique. Bon, je ne pouvais ne pas m'intéresser à une rumeur qui disait qu'il y avait peut-être des images de l'autopsie d'un extraterrestre, etc. Si j'avais présenté le journal de 20h et que je m'étais intéressé à ça, je conçois qu'on soit étonné. Mais là, je faisais une émission quand même sur le bizarre. L'émission s'appelait l'Odyssée de l'étrange. Mais est-ce que vous avez été manipulé par TF1? Est-ce que vous pensez que la direction... manipulé par personne. Vous pensez pas qu'eux savaient que c'était bidon? Pas du tout. D'accord, tout le monde a écrit. Tout le monde à TF1 y a cru. Comment vous savez que c'est bidon? Je vous pose la question. Bon, ça se voit, il y a des reflets. T'as pas de preuves scientifiques. Écoutez... Valérie, vous ne croyez pas. Donnez-nous rendez-vous sur le prêt, vous viendrez avec vos arguments, je viendrai avec les miens. Vous y croyez toujours? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne crois... Personne n'a jamais pu prouver l'origine du fake, si c'en est un. J'ai une idée sur la question. Je pense que c'est un fake, effectivement, qui a été fait par les services secrets américains pour embrouiller les Russes à l'époque et pour leur faire croire que l'Amérique avait une avance technologique parce qu'ils avaient trouvé des soucoupes volantes et des extraterrestres. Mais alors, ne me faites pas dire, je n'ai jamais dit je crois que c'est vrai, je crois aux extraterrestres. Non, pas du tout. Mais je crois que l'histoire existe et qu'il y a donc du coup 2 histoires Roswell. L'une qui n'est toujours pas élucidée, que s'est-il passé vraiment en 47? Est-ce que c'est un ballon sonde qui est tombé sur les terres de ce fermier? Ou est-ce que c'était un ovni? Et si c'est un ovni, alors d'où vient-il? D'où venait-il? Donc on vous retrouve pour Chronique Criminelle tous les samedis soirs 20h05 sur TFX. Ce samedi ce sera l'affaire Guy Chavernac, duo machiavélique pour un meurtre. Et puis en tournée, moi j'aimerais bien, mais vous passez pas
région je passe parisienne. À Paris, bien sûr, non, à Paris. Vous passez à Paris oui, au CGR Les Lilas, le 15 janvier. Tournez donc à partir sur le site, on peut réserver. Le 15 janvier, c'est embêtant, c'est en février. Oui, en 15 février. 15 avril, excusez-moi. 15 avril, ce sera effectivement à Paris. Donc disponible sur les plateformes de billetterie et sur liveévénement.com. De toute façon, vous tapez Jacques Pradel, tout est écrit. Voilà. Oui, c'est une très très bonne idée de vous voir sur scène raconter. J'avais même en prime une petite vidéo que j'ai tournée en bande-annonce. Oui, en bande-annonce que j'ai tournée à Paris. Dans le musée, de la préfecture de police de Paris, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Voilà. Merci beaucoup Jacques Pradel, c'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Et puis bonne tournée alors. Et puis vous m'avez fait faire de la radio. Voilà. Je suis très heureux. Vous en referiez de la radio ? Ça vous manque ? Ça me manque. De toute façon, tous ceux qui ont fait de la radio un jour, on peut vivre sans télé, je en témoigne. Vivre sans radio pendant très longtemps, ça me gênerait, mais je me rattrape. Voilà, en venant là. On vous réinvitera. Merci Jacques Pradel. On se retrouve nous dans un instant pour parler de harcèlement, harcèlement numérique. Là aussi, c'est parfois, ça peut rentrer dans les affaires criminelles. Bien sûr. Et on en parle dans un instant avec Isabelle Roche, députée La République En Marche de Moselle.